Et donc vous voyez, je répète, une loi qui génère un test, le test génère lui-même deux tests. Okay. Ça, c'est la famille de tests non paramétriques. Alors, on va passer maintenant à autre chose. Autre chose qui repose non plus sur la loi binomiale, mais sur la loi hypergéométrique. Et la loi qu'on utilise pour le jeu de cartes, lorsque, quand on attire une carte, on la jette derrière son épaule et elle lui face. Hypergéométrique. Le test de Fischer repose sur la loi hypergéométrique et elle a bien numéro 138 dont on ne voit pas le numéro. Il y a une petite description de ce que c'est en fait qu'un test de Fischer. Mais c'est exprimé de manière un petit peu littéraire et donc on va faire les choses de façon plus tactile pour que ce soit plus simple. Voilà, à la ligne numéro 139, à quoi peut ressembler un test de Fischer. Vous avez en fait deux échantillons. Et ces deux échantillons, vous vous demandez s'ils viennent de populations pareilles ou pas. Donc, on va bien comparer entre eux deux échantillons. On n'est plus, comme dans les cas précédents, à comparer un échantillon avec une distribution théorique. On a deux distributions observées d'échantillons, par exemple des filles et des garçons qui ratent et qui réussissent des examens de stats. Et on se demande si les filles et les garçons viennent de la même planète statistique ou pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette situation qui est décrite par la dia 139 puisse être traitée avec une loi hypergéométrique? Pour ça, on appuie sur le petit bouton et à la dia numéro 40 revient le schéma de tirage de la loi hypergéométrique. Vous vous souvenez, le grand ensemble, le petit ensemble, les données plus, moins, etc. Bon. Alors, je progresse d'une dia et à la dia numéro 141, on vous explique le lien entre ce tableau de contingence carré et le schéma de tirage dans la loi hypergéométrique. En fait, on va considérer que on a un grand ensemble qui comporte n données, les n données de la somme des effectifs du tableau de contingence. Donc, le grand N de la loi hypergéométrique, c'est le grand N de la situation du type du test de Fischer. Donc, en fait, c'est le grand N de ceci, le grand ensemble. Ah, donc, ça c'est intéressant, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on va considérer que le total des observations dans le tableau de contingence, c'est l'équivalent du grand ensemble. Alors, dans ce grand ensemble, vous savez qu'il y a des données d'un type et des données d'un autre type. On va considérer que les données de l'échantillon 2 sont les données d'un type et que les données de l'échantillon 1 sont les données d'un autre type. Et donc, on va voir qu'on a ici le petit n que l'on trouve dans le schéma d'extraction de la loi hypergéométrique. On est dans le petit ensemble et on a le A et le X que l'on retrouve. Le A, c'est donc les données de type plus dans le grand ensemble, et le X, c'est les données de type plus dans le petit ensemble. Eh bien, on va considérer que le A, c'est la somme de ce qu'il y a dans la colonne plus, et on va considérer que le X, c'est le nombre de données de ce type qu'il y a dans l'échantillon 1. Et donc, vous avez une modélisation complète sur cette dia de ce qu'on applique du schéma d'extraction de la loi hypergéométrique au tableau de contingence. Ceci va donc nous permettre, si on utilise la loi hypergéométrique,
de calculer la probabilité associée à ce tableau-là. Par exemple, je vais avoir le tableau de la page 143, et vous voyez que le tableau de la page 143, c'est 2, 15, 10, 3. Si j'applique la loi hypergéométrique comme ça, je vais avoir une probabilité qui correspond à ce tableau-là. Donc ça va me donner la probabilité d'avoir ce tableau-là pour un ensemble global de 30, avec globalement 12 en catégorie 1 et globalement 18 en catégorie 2. Ça me donne la probabilité d'avoir cette répartition-là dans les 4 cases du centre du tableau. Mais j'aurais pu avoir une autre répartition. J'aurais pu avoir, au lieu de 2, 15, 10, 3, j'aurais pu avoir 1, 16, et puis j'aurais pu changer pour avoir 11 et le complémentaire. Donc, je peux modifier ce qu'il y a à l'intérieur du tableau sans modifier les sommes de rangées et les sommes de colonnes. Et je peux même aller plus loin. Je peux aller à 0, 12. Hein, et si je vais à 0, 12, je vais pouvoir décroître les 3. Si je décroît le 3 à 2, je dois compenser à 16, à 1 à 17, à 0 à 18. Donc je pourrais avoir au pire 18 là, tout en haut à la place de 15, je pourrais avoir 12 là à gauche à la place de 10, et dans ce cas-là, j'ai 0 en catégorie 1. À chaque fois que je modifie comme ça mon tableau à l'intérieur, je peux calculer une probabilité par la loi hypergéométrique. Et donc, regardez un petit peu à la page 144, je pars de données observées, 2, 15, 10, 3, dans un ensemble de 30 individus où il y a 12 en catégorie 1 et 18 en catégorie 2, avec un effectif de l'échantillon 1, 17, un effectif de l'échantillon 1, 2, 2, 13. Si on garde les effectifs des échantillons et si on garde les effectifs des catégories, on aurait pu trouver d'autres tableaux que ça. Donc, par exemple, un tableau 1, 16, 11, 2, ou bien encore un tableau 0, 17, 12, 1. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Est-ce que si j'ai fait 2, et puis 1, et puis 0, je peux faire moins 1? Ben non, moins 1 réalisation, ça n'existe pas. Je suis dans les données des nombres. 0 est la limite. Je peux me calculer une probabilité par la loi hypergéométrique pour chacun de ces 3 tableaux. La probabilité pour 2 en case A, la probabilité pour 1 en case A, la probabilité pour 0 en case A. Et si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je me donne 3 probabilités. Comme tout à l'heure avec la loi binomiale, je me donnais 4, 5, 3, 2 probabilités. Je les sommais et je disais, ben, cette somme, c'est quelque chose qui est identique, similaire à une intégrale. Eh bien, je vais faire cette sommation. Et si je calcule réellement la probabilité pour 2, 1 et 0, et que je somme tout ça, j'obtiens une valeur qui est 0,0004. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une distribution globale 12-18 de 30 individus qui sont répartis dans 2 échantillons, l'un de 17 et l'autre de 13, trouver des distributions aussi différentes que 2,15 par rapport à 10,3, voire plus différentes encore, 1,16 par rapport à 11,2, voire plus différentes encore, 0,17 par rapport à 12,1, eh bien, la probabilité d'avoir quelque chose d'aussi différent de l'égale répartition que ce que j'ai vu, voire plus différente encore, c'est 4 chances sur 10 000. 4 chances sur 10 000, est-ce que c'est beaucoup? Ben non, c'est petit. Donc c'est probable d'observer ça? Ben non. Puisque c'est probable d'observer ça, est-ce que je peux considérer que l'hypothèse de nullité de la différence entre la distribution 2,15,
10, 3 est une hypothèse qui tient, non, elle n'a que 4 chances sur 10 000 d'être vraie, je la vire, je la jette, je la détruis, je la brûle, je la rejette, l'hypothèse nulle est rejetée, et je peux dire qu'il y a une différence significative entre la distribution de l'échantillon 1 et la distribution de l'échantillon 2. Voilà, donc j'ai construit mon test de Fisher sur la voie hypergéométrique, exactement comme j'ai construit le test binomial sur la voie binomiale, et je finis par une somme de probabilité, et cette somme de probabilité est associée à une pseudo-R sous une courbe qui représente une valeur alpha.